Au moment où vous regardez cette vidéo, Israël continue de frapper des positions du Hezbollah au Liban. Des combattants, des lance-roquettes, des dépôts d'armes, des centres de commandement. Mais derrière chaque nouvelle frappe, une même question revient. Pourquoi Israël intervient-il encore au Liban? Il y a quelques mois, je suis allé à la frontière entre Israël et le Liban. À cet endroit précis, les maisons libanaises sont visibles à l'œil nu. J'ai accompagné un colonel israélien sur les hauteurs qui dominent la frontière. J'ai rencontré des familles druzes qui ont perdu leurs enfants lors de l'attaque du terrain de football de Majd el-Shams, et je suis allé à Kiryat Shmona, une ville de près de 20 000 habitants qui a été presque entièrement évacuée. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut répondre à 3 questions. Qu'est-ce que le Hezbollah? Pourquoi possède-t-il toujours sa propre armée? Et pourquoi Israël considère-t-il désormais que les accords diplomatiques ne suffisent plus à protéger sa frontière? Pour comprendre pourquoi cette frontière est aujourd'hui militarisée, il faut revenir plus de 40 ans en arrière. En 1982, le Liban est plongé depuis 7 ans dans une guerre civile. L'État ne contrôle plus réellement son territoire. Partagé entre l'armée libanaise, environ 25 000 soldats syriens, des milices confessionnelles et les forces de l'Organisation de libération de la Palestine. Israël affirme alors mettre fin aux attaques palestiniennes lancées depuis le sud du Liban et éloigner l'OLP de sa frontière. Le 6 juin 1982, près de 70 000 soldats israéliens entrent au Liban et progressent jusqu'à Beyrouth, bien au-delà de la zone frontalière initialement annoncée. Cette intervention conduit au départ de l'OLP, mais elle modifie aussi profondément l'équilibre politique et militaire du Liban. Plusieurs groupes islamistes chiites libanais sont organisés et entraînés avec l'aide directe des gardiens de la révolution iranienne. Des centaines de membres des forces armées iraniennes sont envoyés dans la vallée de la Beka pour former, financer et armer ces combattants. Le mouvement qui émerge progressivement prend le nom de Hezbollah, ce qui signifie le parti de Dieu. Son objectif est alors double, combattre les forces israéliennes présentes au Liban, mais aussi exporter le modèle idéologique issu des gardiens de la révolution islamique iranienne de 1979. Le Hezbollah devient ainsi l'un des principaux relais de l'Iran au Moyen-Orient. Son texte fondateur, rendu public en 1989, le mouvement affirme notamment son attachement au Walayat Faqih, le principe selon lequel l'autorité politique et religieuse revient au guide suprême iranien. Le Hezbollah n'est donc pas seulement un mouvement national libanais. Dès son origine, son organisation, son financement, son armement et son idéologie sont étroitement liés à l'Iran. Le Liban possède pourtant sa propre armée nationale, mais à ses côtés existe une force militaire qui échappe largement au commandement de l'État. Le Hezbollah est à la fois un parti politique présent au Parlement et au gouvernement. Un réseau social gérant notamment des écoles et des services de santé et une organisation armée disposant de ses propres combattants, armes et infrastructures. Il se trouve donc à l'intérieur de l'État libanais tout en conservant sa capacité d'agir indépendamment de lui. Cette influence ne se limite pas aux frontières du pays. En 2005, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri et 21 autres personnes ont été tuées dans un attentat à Beyrouth. Un tribunal soutenu par l'ONU a ensuite condamné plusieurs membres du Hezbollah, sans toutefois établir que sa direction avait ordonné l'assassinat. Ainsi, une organisation armée soutenue par l'Iran peut peser sur la politique intérieure libanaise et contribuer à entraîner le pays dans un conflit sans décision formelle de l'État. En mai 2000, Israël retire ses forces du sud du Liban après 22 années de présence militaire. Pour le Hezbollah, ce retrait représente une victoire historique. Le mouvement affirme avoir réussi à chasser Israël par la résistance armée, mais après le départ israélien, le Hezbollah ne dépose pas ses armes. Il continue notamment de justifier son arsenal par la situation des fermes de Sheba, une petite zone située à la frontière entre Israël, le Liban et la Syrie, revendiquée par le Liban mais considérée par les Nations Unies comme un territoire syrien occupé par Israël. En septembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution de 1559. Celle-ci demande explicitement le démantèlement et le désarmement de toutes les milices présentes au Liban. Elle demande également que l'autorité du gouvernement libanais soit étendue à l'ensemble du territoire, mais le Hezbollah n'est pas désarmé. Son arsenal continue même de se développer.
Le 12 juillet 2006, des combattants du Hezbollah attaquent une patrouille israélienne à la frontière. Plusieurs soldats sont tués et 2 autres sont capturés. Cette opération provoque une guerre de 33 jours entre Israël et le Hezbollah. Pendant le conflit, le Hezbollah tire environ 4000 roquettes sur Israël. Israël mène de son côté une campagne aérienne massive et engage des forces terrestres au Liban. Cette résolution prévoit notamment qu'entre la frontière israélienne appelée ligne bleue et le fleuve Litani, aucune force armée ne doit être présente en dehors de l'armée libanaise et de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Sur le papier, le Hezbollah doit donc être éloigné de la frontière. Dans les faits, la résolution n'est jamais totalement appliquée. Dans les années qui suivent la guerre de 2006, le Hezbollah reconstitue progressivement son arsenal avec le soutien de l'Iran. Avant l'escalade majeure de 2024, plusieurs estimations publiques situaient son stock entre 120 000 et 220 000 roquettes et missiles. Ces chiffres restent des estimations car le Hezbollah ne publie évidemment pas l'inventaire exact de ses armes, mais même le bas de cette fourchette faisait du Hezbollah l'une des organisations non étatiques les plus lourdement armées au monde. Son arsenal ne comprend pas seulement des roquettes rudimentaires. Le mouvement dispose également de missiles anti-chars, de drones explosifs, de missiles plus longue portée et d'un nombre plus limité de projectiles guidés avec davantage de précision. Le Hezbollah possède aussi une unité d'élite appelée unité Radwan. Selon Israël, cette unité s'entraîne notamment à franchir la frontière, à infiltrer les localités israéliennes et à capturer des civils ou des soldats. Pendant longtemps, ce scénario a pu sembler théorique. Après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, il ne l'était plus pour les habitants du nord d'Israël. Le 7 octobre 2023, le Hamas lance son attaque dans le sud d'Israël. Dès le lendemain, le Hezbollah commence à tirer depuis le Liban et affirme ouvrir un front de soutien à Gaza. Les premières attaques visent principalement des positions militaires israéliennes, notamment dans la zone contestée des fermes de Sheba. Mais les affrontements s'étendent rapidement à l'ensemble de la frontière. Pendant plus d'1 an, le Hezbollah lance des roquettes, des missiles anti-chars et des drones depuis le territoire libanais. Israël répond par des tirs d'artillerie, des frappes aériennes et des opérations ciblées contre les combattants et les responsables du mouvement. Le conflit est parfois présenté comme un front secondaire ou limité. Pourtant, pour les habitants du nord d'Israël, ces conséquences sont immédiates. Environ 60 000 personnes sont évacuées. Plusieurs dizaines de localités sont vidées de leurs habitants. Des écoles ferment, des commerces cessent leurs activités et des familles passent des mois dans des hôtels, des appartements temporaires ou chez des proches. Pour la première fois depuis des décennies, une organisation armée installée dans un pays voisin parvient ainsi à rendre durablement inhabitable une partie du territoire israélien. Le Liban subit lui aussi les conséquences de cette guerre. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées, de nombreux villages sont endommagés et plusieurs milliers de personnes sont tuées au cours de l'escalade. Mais le point de départ de ce nouveau front reste le choix du Hezbollah, le 8 octobre 2023, d'entrer dans une guerre qui opposait jusque-là Israël au Hamas. À partir de ce moment-là, le nord d'Israël et le sud du Liban entrent dans une guerre d'usure dont les civils paient le prix. Quand on parle de roquettes, de drones et de villes situées à quelques kilomètres d'une frontière, il faut comprendre que le temps de réaction se compte parfois en secondes. Et cette réalité ne concerne pas uniquement les habitants que j'ai rencontrés dans le nord d'Israël. Dans les communautés les plus exposées du pays, l'absence d'un abri de proximité peut directement coûter des vies. Et c'est notamment pour cette raison que le Keren Hayesod France, qui sponsorise cette vidéo, participe au financement d'abris mobiles. Dans les localités concernées par ce programme, certains habitants disposent de moins de 15 secondes pour se protéger. Un abri mobile complet, transporté et installé coûte environ 15 000 € et peut protéger plusieurs dizaines de personnes. Merci au Keren Hayesod France d'avoir soutenu la réalisation de ce documentaire. C'est dans ce contexte que je rejoins le colonel Rafovitch sur les hauteurs qui dominent la frontière israélo-libanaise. Depuis notre position, les villages du sud du Liban sont parfaitement visibles, la distance est extrêmement courte, certaines localités israéliennes se trouvent à seulement quelques kilomètres des premières habitations libanaises. À notre gauche, le Liban, en face le mont Hermon et la Syrie. Il y a quelques mois, en fait, cette région était une région qui était bombardée quotidiennement par le Hezbollah. Donc cette ville de Metula a été le théâtre d'attaques quotidiennes par le Hezbollah.
La ville avait été totalement évacuée. Et en fait, il y avait près de 70 000 personnes du nord d'Israël qui avaient dû quitter leur village, leur ville, à cause de la guerre. Donc tout ça, c'était plus habité. C'était plus habité, Ok. c'était bombardé. Vous voyez en fait la proximité des villages libanais. Pour l'armée israélienne, le danger ne vient donc pas uniquement des missiles capables de frapper à longue distance, il vient aussi de la possibilité qu'un groupe armé franchisse rapidement la frontière et attaque directement une ville ou un village israélien. Après le 7 octobre, cette menace n'est plus perçue comme une hypothèse lointaine. Israël affirme que le Hezbollah et son unité d'élite, l'unité Radwan, avaient installé à proximité de la frontière des positions, des tunnels, des dépôts d'armes et des différentes infrastructures militaires. L'unité Radwan est précisément entraînée pour mener des opérations offensives, franchir la frontière, infiltrer des localités israéliennes et capturer des soldats ou des civils. C'est ce que le colonel Rafovitch va nous expliquer directement depuis la frontière. La proximité des villages, la présence du Hezbollah et les conditions nécessaires pour permettre aux habitants israéliens de rentrer durablement chez eux. Il y avait des maisons où le premier étage, les gens habitaient, et dans le garage d'en bas ou au deuxième étage, il y avait des missiles prêts à être lancés ou des armes, des munitions entreposées. On est ici dans ce qu'on appelle le doigt de la Galilée. En face, c'est le plateau du Golan et la Syrie au-delà. Et D'accord. ici, c'est la frontière israélienne sur le Reches Ramim, qu'on appelle le mont Ramim, et en face le Liban. Donc on est sur une des montagnes entre la vallée magnifique de la Houla, le Golan et le Liban en face. Ça vous montre la proximité, la petitesse des dimensions de ce pays-là. Lorsqu'on parle du nord d'Israël, là on est au nord d'Israël entre trois pays, sur un espace qui est tout petit. Oui. Et donc il est pour nous hors de question d'avoir une menace, telle qu'elle soit, terroriste ou autre, à la frontière où habitent des gens qui veulent vivre en paix, travailler. On est ici dans une région très très agricole, comme vous le voyez, magnifique. Il n'y a aucune raison que ces gens-là ne puissent pas vivre en paix, comme d'ailleurs les Libanais doivent également vivre en paix. Et il faut que cette menace du Hezbollah, une fois pour toutes, disparaisse. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pour Israël, le problème est donc très concret. Après la guerre de 2006, la résolution de 1701 des Nations Unies devait éloigner les forces armées du Hezbollah de la frontière et garantir que seule l'armée libanaise et les soldats de la FINUL soient présents dans cette zone. Mais près de 20 ans plus tard, le Hezbollah dispose toujours de combattants, d'armes et d'infrastructures dans le sud du Liban. Pour l'armée israélienne, demander aux habitants du Nord de revenir sans modifier cette situation reviendrait à leur demander de faire confiance à un dispositif qui n'a empêché le Hezbollah de se réarmer ni d'attaquer. Jusqu'ici, nous avons parlé certes de résolution internationale, de stratégie militaire. Mais pour comprendre ce que ces attaques représentent réellement, il faut se rendre sur le plateau du Golan. Le 27 juillet 2024, des enfants et des adolescents jouent sur un terrain de football à Majd al-Shams. Une alerte retentit. Quelques secondes plus tard, un projectile frappe le terrain. 12 enfants et adolescents sont tués. Israël affirme qu'il s'agissait d'une attaque de roquettes iraniennes de type Falak 1 tirée du sud du Liban par le Hezbollah. Le mouvement nie toute responsabilité. Pour les familles présentes, ce jour-là, cette bataille de versions ne change pas toutefois l'essentiel. Des enfants sont morts alors qu'ils jouaient au football. L'une des familles que j'ai rencontrées a perdu son enfant dans cette attaque. Toute la journée, elle était avec son fils, dans les champs. Et à 6h, il a décidé d'aller sur le terrain de football. Et à 6h18, et à 6h18, le missile est tombé et a tué son fils. Il est resté 1 heure vivant après avoir été touché par le missile. Ezel, 12 ans, aime la vie, aime jouer. C'est sa fille. Une fille dans sa famille. Elle aime jouer avec ses copines, avec ses copains.
Et c'est un ange. לחיות בשלום. Il rêvait de vivre dans la paix. ונהרג במלחמה, Et לצערי il a été הרב. tué durant la guerre. Quand il est arrivé là-bas, son fils était en train de mourir. ניסו לעשות לו החייאה, Ils ont essayé de faire de la réanimation. וזהו, זה הגורל שלו, הסתיימו החיים שלו. Et malheureusement, c'est son destin et ils n'ont pas réussi à le sauver. תרשה לי? אראות לכם סרטון Il veut vous montrer un petit film שמילר עשה אותו, que son צילמתי fils a אותו. fait. Ah, que היה חודשיים לפני האירוע. 2 mois avant le You understand English? He said in his video, you and I, we will change the world. With love and hope, we can do everything. We are all friends. We are all brothers. We want to live in quiet and peace. We want peaceful all the whole world. هنا 12 משפחות אמרנו, אנחנו לא רוצים לנקום מאף אחד. Après avoir compris que 12 enfants avaient été tués, ils ont dit on ne veut pas se venger contre personne. אנחנו דת שלום. On est une religion de paix. הילדים שלנו היו שגרירי שלום. Les enfants étaient des ambassadeurs de la paix. לא רוצים לנקום מצד הלבנוני שעוד אמהות יאבדו את הבנים Ils ne veulent שלהם. pas se venger contre le Liban, où là aussi ça pourrait faire des mamans libanaises dans le malheur. 2 mamans avec le cœur brisé. נסתכל על המסך שם, On רואים regarde, 12 פרחים on regarde 12 petites fleurs שהם נעלמו לנו מהחיים qui ont disparu de la vie כתוצאה ממלחמה אכזרית, à cause d'une guerre extrêmement cruelle. שהיא מלחמה מהצפון עד הדרום. Une guerre du nord au sud. אנחנו לא מבדילים בין 27 ליולי ל-7 לאוקטובר. Et on ne fait pas de différence entre le 27 juillet et le 7 octobre. ואם תיכנס לכל אחד ואחד מהילדים, יש לו את הסיפור שלו, Et המרגש. si vous rentrez dans la vie de chacun d'entre eux, de ces enfants, chacun a une vie et une histoire extrêmement émouvante. כל אחד היה בונה את החיים שלו, יש לו חלומות, רוצה להגשים את החלומות שלו. Chacun voulait construire sa vie, voulait faire ce que ses rêves se réalisent. 27 ליולי שבר להם את החלומות, Le 27 juillet a brisé leurs rêves. ושבר לנו את הלבבות. Il nous a brisé les cœurs. לחיות בשלום. Vivre en paix. רק שלום. Que la paix. קודם כל להפסיק כל המלחמות, D'abord, arrêter toutes les guerres ולעשות שלום. et faire la paix. שכל העולם יחיה בשלום, Pour que tout le monde vive בשקט, en paix, בשלווה, en sérénité et dans la ושאר tranquillité. הילדים יגשימו את החלומות שלהם. Et pour que tous les enfants puissent réaliser leurs rêves. 12 morts, des dizaines de blessés. Une attaque parmi des milliers. Mais lorsqu'on entre dans la maison d'une famille qui a perdu un enfant, les statistiques disparaissent. Il reste des photographies, des objets, des souvenirs, une absence qui ne disparaîtra jamais. Ce que cette famille rencontre montre aussi qu'après une attaque, l'urgence ne s'arrête pas lorsque les sirènes se taisent. Il faut parfois retrouver un logement, accompagner les blessés, soutenir les familles et prendre en charge des traumatismes qui peuvent durer pendant des années. Keren Hayesod France, qui soutient cette vidéo, participe notamment à un fonds destiné aux victimes du terrorisme et de la guerre. Selon les informations transmises par l'organisation, ce fonds finance des aides d'urgence, des accompagnements psychologiques, ainsi qu'un soutien aux hôpitaux et aux municipalités touchées. Depuis le 13 juin 2025, 1700 subventions d'urgence auraient déjà été distribuées. Les informations pour découvrir leurs actions et soutenir ces programmes sont disponibles dans la description. À Majd el-Shams, la menace prend la forme d'un deuil. À Kiryat Mona, elle prend la forme d'une ville presque entièrement vidée de sa population. Kiryat Mona se trouve à environ 3 km de la frontière libanaise. Avant la guerre, près de 20 000 personnes y vivaient. Le 20 octobre 2023, les autorités israéliennes annoncent l'évacuation de la ville. En quelques jours, la majorité de la population doit abandonner son logement, son travail, son école et ses habitudes. Kiryat Mona fait partie des dizaines de localités du nord évacuées par décision gouvernementale. Au total, environ 60 000 habitants sont déplacés dans cette région. Parmi eux, des milliers d'enfants doivent changer d'école, parfois à plusieurs reprises. Des familles vivent pendant des mois dans des hôtels ou dans des logements temporaires, sans savoir quand elles pourront rentrer.
Les conséquences économiques sont également considérables. Des commerces ferment, des entreprises perdent l'essentiel de leur chiffre d'affaires, des salariés quittent la région et des centaines de familles finissent par reconstruire leur vie ailleurs. Une ville peut rester debout physiquement tout en étant profondément fragilisée sur le plan humain, économique et social. Le problème de Kiryat Shmona n'est pas seulement de réparer les maisons ou les bâtiments endommagés, il faut convaincre les habitants qu'ils peuvent à nouveau dormir, travailler et envoyer leurs enfants à l'école à quelques kilomètres d'une organisation qui a déjà démontré sa capacité à frapper une ville. C'est ce que le maire de Kiryat Shmona va maintenant nous expliquer. ידענו הרבה מלחמות בעבר, כמו שסיפרתי, אבל אף פעם לא היה פינוי כזה של עיר שלמה. זה בעצם הפעם הראשונה בהיסטוריה, אני חושב אפילו הפעם הראשונה בעולם, שמפנים עיר שלמה, בטח לתקופה של מעל שנה וחצי. זה לא משהו שאפשר ללמוד עליו, זה לא משהו שהיה אפשר לתכנן אותו או להתכונן אליו, הפוך. כל הדפאות, כל התרחישים, תמיד תרגלו מלחמה של חודש, חודשיים, אף אחד לא חשב שזה יימשך כל כך הרבה זמן. ובשגרה אנחנו עיר של 26,000 תושבים, גם לפזר ולפנות מעל 20,000 איש, זה לא מספר שיש ערים גם שערוכים לקלוט מסה כזו גדולה ביום אחד של אנשים, ולכן אנחנו נאלצנו להתפזר בכל רחבי מדינת ישראל, בעצם מתפנינו מקריית שמונה ועד אילת בקצה השני של הארץ, ב-560 יישובים ו-180 בתי מלון, כדי לנסות ולהשתלט על האירוע הזה, אנחנו חילקנו את המדינה ל6 מחוזות, הקמנו 6 חמ"לים, שבכל חמ"ל כזה שלחתי מנהל אגף בכיר, שהוא בעצם שימש כמו מיני עירייה, כמו מיני ראש עיר, שעמד שם עם צוות של חינוך, רווחה וקהילה, ונתנו את המענים כל אחד באזור שלו, ככה היה לנו בטבריה, חיפה, נתניה, תל אביב, ירושלים ואילת, זה המחוזות שהיו לנו. ותוך כדי תנועה, פתחנו מסגרות, גנים, בתי ספר, מעל 40 ומשהו מוסדות חינוך שהקמנו מאפס, וכך נתנו כמעט את כל המענים שאפשר בשלט רחוק. אם אנחנו לא נחשוב ששלום זה משהו אפשרי, אז אפשר לאבד את התקווה ואת העולם עכשיו. אנחנו צריכים תמיד לחתור לשלום, ובוודאי שהוא אפשרי, אבל בשביל שזה יקרה לטנגו צריך 2, ולמטבע יש 2 צדדים. וכל עוד רק צד אחד רוצה, אני לא מאמין שזה יכול לקרות, וראינו את 7 לאוקטובר. אמרו לנו שאם אנחנו נסוג מיהודה ושומרון ונפנה את גוש קטיף ואת היישובים שם, אז יהיה שקט, ובמקום זה קיבלנו קסאמים על סדרות והעוטף יום יום, ועד שהגיע 7 לאוקטובר. ואמרו לנו שאם ניסוג מלבנון בשנת 2000, אז יהיה שקט, וקיבלנו את חיזבאללה עם מנהרות עד קרקעיות פה. אז כאילו בסוף נראה לי שצריך להבין, וגם פה אני אצטט, ראשת ממשלה לשעבר, קוראים לה גולדה מאיר, והיא אמרה שאם אנחנו נניח את הנשק מחר בבוקר, לא תהיה קיימת ישראל. אם הצד השני יניח את הנשק מחר בבוקר, יהיה שלום. וזה בדיוק ההבדל. La position israélienne repose sur une succession de faits. Le Hezbollah est une organisation armée, financée, entraînée et soutenue par l'Iran. Il possède une structure militaire indépendante de l'armée libanaise et conserve le pouvoir de mener des opérations sans dépendre directement des institutions officielles du pays. Il n'a pas été désarmé malgré les résolutions 1559 de 1701 des Nations Unies. Son arsenal était estimé avant l'escalade de 2024 à plus de 100 000 roquettes et de missiles. Pour Israël, l'objectif est donc d'empêcher le Hezbollah de se réinstaller à proximité immédiate de la frontière et de reconstruire les capacités militaires qu'il possédait avant les opérations. Cette logique explique pourquoi une grande partie de la population israélienne considère l'action militaire au Liban comme nécessaire. Après l'échec de plusieurs résolutions internationales et après plusieurs années de tirs, Israël estime qu'il ne peut plus fonder la sécurité de ses habitants sur de simples engagements diplomatiques. Il veut pouvoir garantir que le Hezbollah ne pourra plus menacer directement les localités du nord, lancer des milliers de projectiles ou préparer une infiltration terrestre depuis le sud du Liban. Pour les responsables israéliens, laisser le Hezbollah reconstituer ses forces reviendrait à préparer la prochaine guerre. L'objectif affiché n'est donc pas de combattre le Liban en tant que pays, mais de neutraliser une organisation armée qui agit depuis son territoire tout en échappant largement au contrôle de l'État libanais.
Après avoir rencontré le colonel Rafovitch, une famille endeuillée et le maire d'une ville évacuée, je comprends mieux pourquoi Israël considère le Hezbollah comme une menace immédiate. Pour les familles de Majdel Shams, elle a pris la vie de plusieurs enfants. Pour le maire de Kiryat Shmona, elle a vidé une ville entière de sa population et a bouleversé la vie de milliers de familles. Ce voyage montre pourquoi Israël estime ne plus pouvoir revenir au statu quo qui existait avant le 7 octobre. Pendant des années, la communauté internationale a demandé le désarmement des milices et l'éloignement du Hezbollah de la frontière. Pourtant, le mouvement a conservé ses armes, développé son arsenal et a renforcé sa présence militaire. Puis le 8 octobre 2023, elle a décidé d'ouvrir un front contre Israël. Le problème central est donc simple. Dans un État souverain, une organisation financée et armée par une puissance étrangère ne devrait pas pouvoir décider seule du moment où tout un pays entre en guerre. Le Hezbollah affirme défendre le Liban contre Israël, mais en choisissant d'attaquer Israël, il a aussi exposé la population libanaise aux conséquences d'une guerre qu'elle n'avait pas décidée. Israël affirme vouloir empêcher que la même menace puisse se reconstruire à sa frontière. La question n'est donc pas uniquement de savoir pourquoi Israël intervient aujourd'hui au Liban, elle est aussi de comprendre pourquoi, plus de 40 ans après sa création, le Hezbollah possède toujours une armée indépendante et le pouvoir d'entraîner toute une région dans la guerre.